On est ravis et honorés en tout cas d'accueillir Axel aujourd'hui comme étant le 10e donc, intervenant pour cette 10e Equinox d'Equinox. Et donc, je t'en prie, Axel, en tout cas, pour nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre. Est-ce que tu as essayé de partager avec tes lecteurs au travers cette œuvre-là? Merci encore. C'est à moi. Je tiens à te remercier, Anas, pour tes mots d'introduction à mon ouvrage, ainsi que pour l'invitation faite par ta société à le présenter lors de cette Equinox. Un grand merci également à ton collègue Dominique Biraud, qui a créé le contact et pris en charge toute organisation. Et tout le monde sait ici que c'est du travail. Donc merci à vous deux et merci également à ceux qui nous regardent d'avoir pris part à cette session. Pour ma part, je vais prendre quelques instants pour apporter certaines précisions et des compléments personnels à notre auditoire. Donc, mettons que je parle quelque chose comme 35-40 minutes pour ménager un temps avant la clôture à d'éventuelles questions de la salle. Alors, je vous propose de démarrer. Afin que notre assistance puisse situer l'orateur, alors je vais passer vite, hein, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Rapidement après ma formation d'ingénieur aux mines, avec spécialité maths appliquées, je suis allé travailler dans le domaine bancaire, en gestion de projet. Et dans ce genre d'environnement, quand on fait ça, on est amené à se confronter à des problématiques qui peuvent être très diverses et assez ardues, quantitatives, souvent, organisationnelles, parfois, réglementaires. Ça, dans ce milieu-là, on n'y coupe pas. Opérationnel, bref, on ne s'ennuie pas grâce au fait qu'on travaille sur un substrat abstrait finalement. Connaissances, formation, expérience, mise à profit il y a plus de 5 ans déjà, dans le Data Lab d'une grande banque et ensuite au sein d'une équipe dans laquelle je mène des projets d'IA. Voilà. Alors, sur un plan plus personnel, les gens qui me connaissent savent que je suis assez gourmand et que s'il me reste un demi-pot de confiture dans le frigo, je suis prêt à aller acheter plein d'ingrédients qui n'y sont pas pour faire un gâteau. Quoi d'autre? Ah bah oui, j'ai publié récemment, en fin d'année dernière, 15 jours avant le second confinement, alors que toutes les librairies en France allaient fermer, un essai intitulé « Au cœur de l'intelligence artificielle » aux éditions de Book Supérieur. Alors, je vous montre le bébé, hein. Donc une largeur de 15 cm pour une hauteur de 22, proportion idéale, poids de 650 grammes pour 480 pages, une érudition phénoménale, dont pas une seule double page blanche, on a utilisé toute la place, jugez par vous-même du son que ça rend. Bon, plus sérieusement, c'est avec un recul confortable de plusieurs mois sur l'apparition de cet ouvrage que je puis dorénavant faire preuve d'une vision rétrospective sur ce travail personnel qui m'aura occupé pendant plus de 3 ans et dont on peut dire que les derniers temps, ceux du retour des lecteurs de ma connaissance, ceux des appels à contribution, ceux bien sûr des opportunités de présentation auront été les plus palpitants. Alors, en plus que de tenter de susciter un intérêt pour le propos de ce livre, à défaut de susciter un intérêt pour le livre lui-même, enfin, j'espère que les deux iront de pair, cette présentation est aussi le moment de revenir à la genèse du projet et de se reposer le questionnement de ses origines. Il y a longtemps, un auteur, qui est une romancière, m'a confié « Axel, on n'écrit que quand on a quelque chose à dire ». À la réflexion, je crois que ce n'est pas vrai en toute généralité, mais pour le livre qui nous intéresse, ça l'était complètement. Lorsque l'ingénieur que voici, qui parle aux ingénieurs que voilà, je pense qu'il y en a pas mal dans l'assistance, est revenu au domaine technique, il s'est trouvé dans la position de devoir expliquer à des gens dont ce n'était pas le métier ce qu'était l'intelligence artificielle et ce qu'elle pouvait faire pour eux. Alors, bien entendu, je n'étais pas le premier dans ce cas, et c'est avec une certaine ouverture d'esprit que j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi. C'est alors que j'ai pris conscience du fossé intersidéral qui existait entre la réalité scientifique de l'IA et le discours à son sujet. Et dans le mot discours, j'entends à la fois la manière d'expliquer et l'énonciateur, celui qui explique. C'est comme ça que vous pouvez trouver des personnes, au demeurant fort subtiles, mais dont la profession fait qu'elles ne sont pas certaines que 2 et 2, ça fasse toujours 4,
ou qui, disons, comme elles sont subtiles, seraient assez ouvertes à l'expression d'une remise en question et qui se retrouvent à expliquer l'IA devant des décideurs ou des dirigeants d'entreprise. Du côté de la presse, la situation n'était guère plus enthousiasmante. L'IA vend nativement du rêve, du sensationnel, alors pourquoi aller plus loin? Bon, ça c'est dans le cas général, hein, parce que heureusement il y a des journalistes qui font le travail, mais on mesure les heures d'interview auxquelles j'ai eu le plaisir de participer, de contribuer récemment, puis de synthèse pour produire quelques pages qui soient à la fois justes et compréhensibles pour un lectorat assez grand public, somme toute. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre résulte d'un dialogue entre cette réaction de surface, donc une volonté de corriger ce qui se dit, ce qui s'entend sur l'IA, et bien sûr une composante plus profonde, voulant que j'ai toujours apprécié expliquer les choses et pour laquelle, au moins sur la partie scientifique, il paraît que je ne suis pas trop mauvais. Bon. À partir de là, se posait la question de l'apport que j'allais faire, car la révolte gronde non seulement sur la partie scientifique de l'IA, sur ce que c'est, sur ce qu'elle n'est pas, ce qui permettra, en l'énonçant, de mettre un coup d'arrêt au sensationnalisme facile et au charlatan. Alors vous voyez au passage qu'il faut une bonne dose de naïveté pour se lancer dans ce genre de projet. Mais aussi sur ce qui gravite autour de l'IA. Car le sujet apparaît tellement général qu'il décloisonne des domaines pourtant fort disparates et donne l'occasion de raconter, avec plus ou moins de bonheur selon le conteur, tout un tas de choses dont certaines sentent malheureusement parfois le ranci. Bon, après tout, à un moment dans la vie, on a le droit d'avoir des positions sur des sujets, d'avoir son mot à dire sur le travail, sur les sociétés qui se sont bâties à partir des données, sur les errements de la science, hein, il y en a, et de ne plus vouloir forcément prendre pour argent comptant les pensées avec un P majuscule, hein, comme celle de Pascal, sauf que là, elles proviennent de consultants, même si on les apprécie énormément, bien sûr, ou encore d'experts narcissiques sous prétexte qu'ils ont tribune dans des colonnes. Et c'est ainsi qu'est né le projet de ce livre, donc, au cœur de l'intelligence artificielle, des algorithmes à l'IA forte. Alors, je voulais un livre qui couvre le sujet, hein, un livre 360 sur l'IA, comme ça il peut faire 480 pages. Du coup, ce sera un essai. Un essai, c'est une bonne forme pour effectuer de la vulgarisation scientifique afin de faire la part entre la mythologie de l'IA et le concret pour donner des opinions sur cette discipline, non pas dans le but de rallier à tout prix les gens à ces opinions, c'est absolument pas ça qui m'intéresse, mais plutôt de susciter les bons questionnements, de faire réfléchir le lecteur. Alors l'essai tentera d'allier les sciences et les lettres comme garantie d'ouverture à un public nécessairement motivé par le sujet, mais pas forcément alerte techniquement. Alors, le but, c'est que ça se lise comme un roman et non pas une présentation PowerPoint. Alors, donc, ce n'est pas du tout tout savoir sur l'IA en 36 bullet points. Ce n'est pas ce livre-là. Oui, je reprends. L'idée, c'est que ça se lise comme un roman en assumant malgré tout la difficulté technique inhérente à la matière. Et c'est pourquoi ce livre est rédigé. C'est une construction et ce n'est pas un miscellané de thèses qui se tiennent plus ou moins par la barbichette ou encore moins une collection d'interviews disparates qui ne sont en fait qu'autant de pages de publicité, ça ne se voit pas du tout. Et d'éviter le phénomène finalement du pompier écrivant sur la chirurgie du cœur. Alors, de mon côté, je travaille dedans, dans l'IA, hein, pas dans la chirurgie du cœur, et je vois ce qu'on peut faire et ce qui est du domaine du rêve, de la fantasmagorie. Adieu donc les énarques, même s'ils vont bientôt changer de nom, ils vont revenir, ne vous inquiétez pas, les philosophes, etc. Un indice sur la pluridisciplinarité propre à l'intelligence artificielle se cache précisément dans le fait que tant de personnes aux backgrounds différents puissent envisager de commettre un livre sur l'IA. C'est qu'en réalité, l'IA possède une définition tellement large et qu'elle touche potentiellement tant de sujets, tous ceux où l'on essaye de se prononcer de manière intelligente. Alors vous imaginez que pratiquement chaque discipline des sciences dures et des sciences molles peut avoir voix au chapitre. Alors une fois cela admis, on conviendra assez facilement que l'IA n'est pas l'affaire d'une seule personne. En effet, il faudrait que cette dernière maîtrise
tant de domaines de compétences différents, donc mathématiques, logique, statistique, informatique, du côté des fondements scientifiques de la discipline, puis les domaines d'application, techniques ou fonctionnels, puis les nécessaires apports des sciences humaines. Bref, il ne suffirait pas d'une vie pour en venir à bout. Moi-même, donc, ne puis avoir qu'une vue partielle de la matière. Pour autant, une approche scientifique permet de préserver une certaine cohérence dans le propos. Et je prétends que si l'on s'est donné pour objectif de traiter d'une matière scientifique, on est quand même plus légitime pour ce faire que le marketeur du coin. J'ai donc utilisé à la fois mon bagage théorique d'ingénieur et mon expérience pratique afin de dégager une vision holistique. Je déteste ce mot, mais j'adore l'employer. Disons générale. Bien sûr, là où j'aborde les autres domaines, ceux qui sont plus éloignés de ma pratique, le marché de l'emploi, l'économie, le propos est assurément perfectible. Axel, on n'écrit que quand on a quelque chose à dire. Cette phrase contient un élément implicite, et l'implicite, d'ailleurs, très lié à l'intelligence, y compris à l'intelligence artificielle. Incidemment, la différence entre l'explicite et l'implicite, ainsi que tous ses avatars, est un des grands thèmes de ce livre. Et l'IA d'avant, voyez-vous, était celle de l'explicite. Laboratoire de recherche mis à part, l'IA opérationnelle d'il y a 30 ans, c'était ce que l'on appelait les systèmes experts. Donc vous mettiez des règles dans l'ordinateur, et ces règles, elles étaient tellement intelligentes, c'est normal, c'est vous qui les y aviez mises, c'est vous qui les aviez rentrées dedans, que votre ordinateur n'avait qu'à les suivre pour devenir intelligent. De nos jours, l'IA donne plutôt dans l'implicite. On rentre des données dans l'ordinateur et c'est lui qui vous donne la règle en utilisant les fameux algorithmes qu'au passage vous avez rentré dedans également. Bon, alors vous savez, l'IA ne va pas sans le mot algorithme, qui en est le pendant technique. Alors, une fois la règle disponible, eh bien, la réutiliser paraît une bonne idée, n'est-ce pas? Alors, l'implicite dans ma citation, c'est que quand on a quelque chose à dire, il est sous-entendu que c'est à dire à quelqu'un. Et oui, tout dépend finalement de à qui l'on s'adresse. Cela va avoir un impact immédiat, non seulement sur ce que vous voulez couvrir, mais aussi sur la manière de le faire. Réfléchissons, pas trop. L'IA véhicule à juste titre des espoirs de rendement. Mais l'IA, en conséquence, vient aussi avec des craintes. Certaines sont fondées, d'autres non. Alors, idéalement, on aimerait pouvoir parler de l'IA à tout le monde. Mais on se rend compte que tout le monde n'est pas intéressé par le sujet. Ajoutons à cela un parti pris qui était le mien, comme quoi on ne peut bien parler que de ce qui a été correctement défini au préalable, ce qui nous a invités à opter, avec mon éditeur, pour une progression logique dans la présentation de l'ouvrage. Elle a l'avantage d'assurer la cohérence scientifique, mais je dirais le léger inconvénient de demander un petit effort de concentration initiale à notre lecteur, effort pour lequel on espère qu'il sera récompensé et qui est allégé au mieux par le recours à quelques phrases choc pour soutenir l'attention et un peu d'humour, même s'il y a beaucoup de types d'humour différents, et je ne prétends bien entendu pas que le mien soit universel. Sont ainsi abordés, en premier lieu, la manière de faire de l'IA, la modélisation et les limites inhérentes à cette approche. Après, on a tout loisir de traiter du transhumanisme, de l'impact sur le travail et de la possibilité, étudiée sous diverses coutures, d'avènement d'une IA forte, cette super intelligence 100% pas naturelle, censée concurrencer un jour les pauvres humains que nous sommes. Notez que certains commentateurs n'hésitent pas, en l'absence de cette IA forte, parce qu'elle se cache bien, figurez-vous, de qualifier l'IA actuelle, dite faible, de forme d'intelligence non humaine, avec de très jolis sophismes à la clé. Puisque l'IA arrive à faire les choses différemment de nous, c'est donc qu'elle nous complète, qu'elle est hors de notre intellect, qu'elle ne fonctionne pas pareil. Alors, au passage, puisqu'elle nous complète, il faut la voir comme complémentaire, et donc travailler avec elle, et non pas contre elle. Elle n'est pas méchante, elle ne cherche qu'à s'allier avec nous. Vous voyez qu'on peut assez facilement raconter n'importe quoi. On pourrait répondre du calme, vous avez remarqué qu'une voiture, pour avancer, ne fonctionne pas pareil que nous. Pas de quoi en faire tout un plat.
Mais justement, vous diront-ils, utilisons cette analogie. L'IA raisonne différemment de nous, donc nous avons créé une intelligence qui diffère de la nôtre. Non, on ne peut pas dire que ce soit faux, puisque dans certaines applications, justement, comme le deep learning, on ne sait pas bien expliquer pourquoi le résultat est le bon. Et peut-être cela fonctionne-t-il d'une façon assez différente de la nôtre. Sauf qu'avec le deep learning, utilisé en analyse d'image, par exemple, on est plutôt sur de la perception que de l'intellect. Et qui a conscience de ce qui se passe vraiment dans nos neurones naturels? Bon, je reviendrai tout à l'heure sur les merveilles ontologiques que permet l'usage d'un vocabulaire particulièrement bien choisi. Bon, retour au livre. Alors, un peu comme je viens de le faire, j'ai aussi pris soin de ménager des aires de repos pour le lecteur en entourant les chapitres un peu plus ardus par des textes formant une sorte de champ discursif qui viennent éclairer la raison pour laquelle je présente telle ou telle notion. Alors, par exemple, on y trouve quelques considérations sur la notion de déterminisme. C'est vrai, pour une matière dont on vous répète à loisir qu'elle sert à prédire, comment interpréter son efficacité? Alors, soit le modèle n'est pas bon, mais on préfère vous dire qu'il l'est, soit le modèle est bon, et alors quelques données sur vous suffisent à prédire votre comportement? Vous voyez que ça mérite un petit chapitre sur la question. Autre exemple, au début du livre, où je me suis amusé à prélever quelques citations innocentes de coupures de presse afin de montrer ce qui ne va pas dedans et d'entraîner plus avant le lecteur. Bon alors, des fois, ça donne lieu à de petites pointes d'humour sarcastique, dont la seule justification est bien sûr de réactiver l'attention du lecteur. Il y a aussi un court texte qui s'intitule, qui se situe vers le milieu du bouquin, et qui s'intitule Une conversation imaginaire avec Elon Musk, mon grand ami, qui présente d'une manière ludique et narrative les problématiques du domaine de l'IA et de ses applications. Les limites dont il sera question, le transhumanisme, les fake news, tout ça, c'est très lié. Alors, quelques mots maintenant sur les traits saillants de cet ouvrage, sur son cheminement. Alors, comme vous l'avez compris, la première partie du livre se doit d'expliquer l'IA. Se pose alors d'entrée de jeu une question fondamentale en vulgarisation: comment parler d'une matière technique sans avoir recours au formalisme mathématique? C'est-à-dire, comment expliquer des concepts qui sont des équations sans ces équations? C'est en effet une chose bien connue du milieu de l'édition, un quidam qui feuilletterait votre livre, attiré par le titre, le poids des mots, ou la couverture, le choc des photos, surtout quand il s'agit de la mienne, et qui découvrirait à 2 ou 3 reprises, devant son œil effaré, quelques formules mathématiques incongrues, le refermerait, le reposerait, non sans déférence, sur son présentoir, en pensant que ce n'est pas pour lui. Dommage. Et pourtant, l'objectif, c'est de ne pas faire de la fausse vulgarisation. C'est-à-dire, lorsque vous avez des personnes qui vous expliquent que l'on fait apprendre l'IA en lui montrant des exemples, a-t-on véritablement transmis le mécanisme par lequel elle y arrive? A-t-on fait comprendre quelque chose à son lecteur? Bon, j'ai donc eu recours à un certain nombre de comparaisons, d'exemples, en ayant choisi de ne pas éluder la difficulté, c'est-à-dire de ne pas la contourner, mais de passer au travers. Tout à fait ce que j'explique dans l'avant-propos. Cette première partie joue donc le rôle d'un pôle positif qui me donne l'occasion d'introduire du vocabulaire et de parler des différents types d'apprentissage machine. Souhaitant garantir une certaine forme de pérennité à mon propos, j'ai axé la présentation que j'en fais en expliquant ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle et qui est à la base de toutes les approches scientifiques, la technique de modélisation. Ce premier pôle appelle, bien sûr, je dirais même attire à lui un pôle négatif, celui qu'on essaye toujours de mettre sous le tapis, que sont les limites intrinsèques à ces approches, et qui forment la deuxième partie du livre. Alors, pour une personne qui souhaitait faire le tri dans les discours au sujet de l'IA, le vrai, le faux, on en parlait tout à l'heure, vous comprendrez qu'il s'agissait pour moi d'une partie tout à fait centrale et qui devait permettre ou autoriser une critique raisonnée, argumentée
de l'intelligence artificielle. Ce qui comptait pour moi, c'était que cette critique devait venir de la matière elle-même, pas d'un discours qui lui soit extérieur, comme peut l'être un jugement de valeur. Cette partie constitue en quelque sorte une force de rappel qui éclaire la nature des éventuels dangers liés à l'usage de cette technique. Celle qui, à la question est-ce vraiment possible, vous répond non ou non pas encore, mais également celle qui vous explique que l'usage que vous croyez faire de l'IA ne correspond pas à la réalité disponible de la technologie. Prenons quelques exemples. Alors, une des limites les plus citées, c'est le biais. Hein. C'est celui qui vous crée, par exemple, un modèle discriminant. Alors, bien sûr, en lui-même, le modèle n'est rien. Je répète fréquemment qu'il ne faut prêter aucune forme d'intentionnalité à l'IA, ni de réflexivité d'ailleurs. En revanche, l'usage irréfléchi de modèles mal conçus, qu'il ait été sciemment ou pas, peut conduire à toutes sortes de situations gênantes, dont les discriminations font naturellement partie. Ce qui est bien, en tout cas, avec les limitations, c'est qu'on a vraiment le choix des armes. En effet, les mathématiques de l'IA dérivent de la science statistique et héritent, naturellement, de tous les problèmes de cette noble matière, plus de quelques autres. J'en indique un certain nombre, donc, corrélation, causalité, induction, erreur de raisonnement, mauvaise foi, les soucis de la grande dimension, et je renvoie les spectateurs intéressés au chapitre de la partie B de l'ouvrage. Parmi les limitations qui m'ont le plus intéressé, se situe celle liée à la modélisation même. Quelle est la nature de l'écart, y en a-t-il un, entre la réalité et le modèle? Alors, vous voyez que ça ouvre immédiatement sur des questionnements philosophiques. Je viens de parler de la réalité, mais qu'est-ce que la réalité? Alors, heureusement pour nous, la bonne nouvelle, c'est que c'est un livre qui traite d'intelligence artificielle et qui se veut assez concret. Donc, on s'accordera implicitement sur ce qu'est la réalité et on se posera la question de ce qu'on perd quand on la modélise. Ce thème revient de manière récurrente tout au cours du livre et trouve à s'incarner dans de nombreux aspects, dont une qui me plaît beaucoup et qui vient clôturer en fait cette partie sur les limitations, qui est une vulgarisation sur le célèbre théorème d'incomplétude de Gödel. Alors, théorème de logique mathématique, et toujours sans formule. Et là, c'était vraiment une gageure. Donc, c'est pas avec ça qu'on démontre que Terminator existe ou qu'il n'existe pas. En revanche, il renseigne bien sur cette distanciation qu'implique l'usage de tout formalisme, cassant ainsi les prétentions scientistes des techno-BA. Dès lors, on peut aborder tranquillement les autres parties, tout ce qui a besoin d'IA, ou qui voudrait en parler, ou qui se prend pour elle. Et la partie C traite ainsi de sujets souvent associés à l'intelligence artificielle, mais qui s'en éloignent au niveau de la technique. Bon, quoi qu'il en soit, il y en a pour tous les goûts. La plupart des gens vont vous parler de l'impact sur l'emploi, hein, tous ces robots intelligents qui vont nous priver de notre travail. D'autres vont vous dire qu'ils ont entendu parler de transhumanisme, mais qu'ils n'y croient pas. Peut-être ont-ils tort, peut-être pas. Il m'apparaissait aussi nécessaire de respecter l'unité du numérique, hein, quand on parle d'une chose qui admet une définition aussi large que l'IA. Donc, un petit passage chez les réseaux sociaux, mais plus pour dénoncer une manière de les présenter qui les sert au lieu de les arraisonner, si vous me permettez d'employer un vocable qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Un chapitre sur la blockchain, technologie n'ayant qu'un rapport lointain avec l'IA, mais qui lui est souvent associé dans les beaux salons où l'on cause. Et en tant qu'ancien de cette belle école qu'est l'école des mines de Paris, en souvenir des cours d'économie, il y a même un chapitre que j'ai intitulé Le monopole des GAFAM. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas du tout d'une leçon d'économie industrielle, j'en serais bien incapable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens prennent conscience du type d'entreprise qu'ils ont en face d'eux. La dernière partie s'ouvre sur un ultime chapitre technique qui a l'avantage de servir de révision globale
en abordant un sujet assez complexe qu'il n'a nullement la prétention d'épuiser, le traitement automatique du langage naturel. Ce sujet est très intéressant parce qu'il permet de se ramasser et de faire comprendre ce qu'est en réalité l'IA, ce qu'est un modèle. Parce que le langage, hein, le sujet qu'il traite, bah, chez l'être humain, c'est quelque chose de vraiment parfaitement naturel, sur quoi chacun peut réfléchir. Et du coup, il devient assez facile de faire toucher du doigt cette question de distance entre ce que peut faire un ordinateur et ce qui se passe vraiment dedans. Et permettre d'interroger de l'intérieur, finalement, le fameux test de Turing. Et puisqu'à ce stade de l'essai, donc on est dans la dernière partie, dans le dernier quart de l'ouvrage, le lecteur est normalement doté de tous les outils pour comprendre ce qui se passe. C'est le moment de prendre du recul et de réfléchir à ce que pourraient être les dangers de l'intelligence artificielle. Puis, comme tant d'autres devanciers, je traite aussi d'éthique à ma manière. Et je pense que ce qui la différencie du discours ambiant moyen, c'est une pointe de cynisme, conséquence d'une définition exigeante de l'éthique qui nous éloigne des messages prêt-à-porter auxquels les acteurs de l'IA s'adonnent souvent. Quoi qu'il en soit, dès lors que l'on arrive à éviter la pétition de principe au bon goût de morale édulcoré, la prise du taureau par les cornes s'avère nécessaire. On est devant de grands enjeux commerciaux et sociétaux, et par là, la société a précisément tout intérêt à ne pas laisser sans contrôle la technologie. Alors, le titre d'un livre est toujours au centre d'un enjeu. On en a tous conscience, certains romans ont un titre extraordinaire qui donne envie d'acheter le livre rien qu'en voyant les quelques mots de son titre, justement. Bon, alors, parfois, après, on peut être déçu. Mais bon. Avec cet essai, on est sur une matière dont on veut un traitement scientifique, au moins pour partie. Et donc, il y a une visée pédagogique à la base. Alors, un titre jeu de mots, un titre en anglais, ça va éloigner tout de suite un pan du public, du lectorat. Ce serait dommage. Alors, avec mon éditeur, nous avons choisi un titre sur 3 niveaux. Le premier, c'est le plus immédiat, hein, c'est de quoi traite ce livre, au cœur de l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire plus clair. Le second, c'est comment entend-il mener la progression dans le sujet? Des algorithmes à l'IA forte. C'est le niveau analytique, si vous voulez. Et le dernier niveau, finalement, c'est dans quelle démarche intellectuelle s'inscrit-il? Faire la part du vrai et du faux, démêler les chevaux. Alors, au dernier chapitre, nous sommes arrivés au sommet de la montagne. Et donc, nous pouvons aborder la question asymptotique, celle qui suscite mon intérêt pour la matière, celle qui est annoncée dès le début de l'introduction, celle dont on trouve trace dans le sous-titre de l'ouvrage, qui décrit l'arc du livre, des algorithmes à l'IA forte. Donc, on part des algorithmes, représentés par la partie pédagogique, de vulgarisation scientifique, pour voir tout au bout, et on y est, puisque c'est le dernier chapitre, si nous pourrions rencontrer sur notre chemin une IA forte, un ordinateur intelligent et conscient, quels arguments en faveur, quels arguments à décharge. Alors, au sujet de la réception, un de mes amis, qui a pas mal roulé sa bosse et qui s'est adonné dans sa prime jeunesse au plaisir de la modélisation financière quantitative, m'a fait l'honneur de se jeter littéralement sur mon ouvrage qu'il a couru acheter à la FNAC la plus proche de chez lui. Alors c'était encore ouvert, juste avant le deuxième confinement, et il l'a lu en 3 jours, ou en 3 nuits, je ne sais plus. Alors, je dois dire que c'est le seul que je connaisse qui ait réalisé cet exploit que, pour ma part, je ne recommande pas. Je pense qu'il vaut mieux prendre son temps. Bref, cet ami m'a dit avoir trouvé l'essai très à son goût. C'est normal, c'est un ami. Et quant à l'intelligence artificielle, voilà ce qu'il m'a dit. Je comprends qu'au niveau technique, il n'y a pas eu tant d'évolution que cela. Après tout, il y a 20 ans, je faisais aussi des réseaux de neurones. En revanche, j'ai bien compris qu'en 20 ans,
le marketing et le bullshit avaient, eux, nettement progressé. Fin de citation. Et c'est vrai que l'on dénote une tentation importante parmi certains de nos concitoyens à utiliser l'IA pour faire de la com scientifique spectacle. L'ordinateur quantique, c'est pas mal aussi pour faire ça. Moi, je crois qu'il faut bien séparer plusieurs phénomènes concomitants qui, sinon, perturbent l'analyse que l'on peut faire de l'IA. L'intelligence artificielle, tout d'abord, c'est un ensemble de techniques mathématiques et informatiques visant à résoudre par le calcul un problème qui demande usuellement d'utiliser de l'intelligence. Bon. Pourquoi en parle-t-on? Parce que c'est une réalité devenue accessible dans les appareils du quotidien et dont la mise en œuvre est dorénavant possible au sein des entreprises sans nécessité d'investissements colossaux. Enfin, ça coûte de l'argent quand même, hein. Et donc, on a besoin de financement. C'est ici que le marketing doit prendre le relais, parce que sinon, sans raconter de belles histoires, vous repartez bredouille de votre levée de fonds ou de vos recrutements. S'il est bien fait, pas de souci. Mais s'il s'est un peu emballé en promettant n'importe quoi ou en abusant de la crédulité de décideurs qui n'auraient pas lu mon bouquin, eh bien, l'IA n'aura pas bonne presse pendant très longtemps, ce qui est dommage, car sa technique va continuer à s'améliorer. C'est pourquoi il est continuellement rappelé par des dirigeants politiques de tous bords toute l'importance de poursuivre la course à l'IA, censée vous assurer la suprématie sur les arriérés qui n'en seraient pas dotés. Cette caisse de résonance trouve de plus une aide bienvenue dans la dénomination de la discipline, favorisant indubitablement sa diffusion dans le public par un vecteur de choix, la science-fiction, le cinéma. Ainsi, l'IA est une mode, mais ce serait une incompréhension grave que de croire qu'elle n'est qu'une mode. Au passage, la véritable question, formant le lien avec l'éthique, consisterait plutôt à se demander ce que l'on cherche en vérité dans cette fuite en avant et quelles en sont les conséquences. Côté conception, réussir une bonne IA, c'est comme toujours une question de dosage, hein, entre la technicité, le cas d'usage et le liant, hein, qu'il s'agisse de faire la coordination d'un projet ou de sa promotion. Et je crois qu'il est important d'apprendre à repérer le moment où le dosage est raté. Et ce n'est pas si facile que ça, car l'IA manipule beaucoup de complexité, des données, des infrastructures informatiques, des applications métiers, exigeant toute la connaissance qui va avec pour comprendre ce qu'il s'agit de réaliser, un peu de politique, hein, on se comprend aussi, à laquelle viendra sûrement à terme se rajouter pas mal de bureaucratie. Pas si simple de s'y retrouver. Tiens, en aparté, j'en ai d'ailleurs donné un exemple récemment dans un article paru sur le site du magazine ActuIA, que je vous invite à lire, hein, concernant un grand classique à la mode dont on entend fréquemment parler, la détection des signaux faibles. Et, ce vocable de signal faible a tellement imprégné, diffusé dans le public, qu'il est même maintenant utilisé au journal de 20 heures, jumelé avec le mot algorithme, bien entendu. Et c'est un exemple de plus, finalement, du pouvoir métaphorique de l'informatique qui ne laisse jamais de surprendre. Après tout, combien de fois entend-on d'hommes politiques nous dire qu'il faut changer de logiciel? Bon, encore une expression qu'en dit long. Alors, sans remonter, comme cet ami que je citais tout à l'heure, sur 20 ans, je crois que par rapport à il y a quelques années, la situation de la glose sur l'IA a aussi quelque peu évolué. Je trouve qu'on est passé de l'ère des constats bienheureux et des rêves de fortune, une sorte de marketing naïf, finalement peu dangereux, à une époque où les chantres de l'IA se sont affûtés, structurés. Et cette structuration n'en est que plus dangereuse, vu qu'elle favorise la diffusion d'idées pas toujours claires, et au pire, de positions dogmatiques, habilement couvertes par une rhétorique bien rodée. Que penser des nombreux discours d'experts autoproclamés, ostensiblement satisfaits du confort procuré par l'entre-soi, où l'absence de toute connaissance mathématique minimale le dispute à l'argument ad hominem. N'allez pas demander à ces prophètes de résoudre l'équation x au carré moins 4 égale 0. Ils ne sauront pas.
C'est cela qu'il y a de magique avec ce vocable anthropomorphique de l'intelligence artificielle. On en oublierait presque qu'elle est artificielle et que sa création doit donc plus à l'informatique et aux mathématiques qu'aux belles exégèses philosophico-juridiques. Par ce type de méthode, on érige en fait un artefact technique en concept, ce qui va permettre d'ouvrir le champ de la discussion à peu près toutes les disciplines et surtout de l'éloigner des conséquences connexes pour se retrouver éloigné. Alors, plus de 3 ans après le premier mot tracé sur le premier brouillon du manuscrit, je suis très heureux de la publication de ce livre, car je le crois encore plus nécessaire maintenant qu'il ne l'était à l'époque où j'en ai commencé la rédaction. Car comment prétendre avoir une compréhension fine des impacts de l'IA sur les sociétés si on est incapable d'en comprendre ne serait-ce que grossièrement ses fondements techniques? Ici, on débouche sur une question d'épistémologie assez classique. Faut-il être pygmée pour bien parler des pygmées? Doit-on connaître le fonctionnement d'un ordinateur pour utiliser un ordinateur? Faut-il être mécanicien pour conduire une voiture autonome et réfléchir aux conséquences des accidents dans lesquels elle serait impliquée? Bon, il semble évident qu'à toutes ces questions, la réponse soit négative. Opérons alors un léger décalage. Vous allez voir, on va faire comme en intelligence artificielle moderne. Je ne vais pas expliciter le raisonnement, et pourtant vous pourrez constater que ça va être tout à fait limpide. Question. Doit-on connaître la théorie électromagnétique pour avoir le droit de parler des émissions radiophoniques? Des fours à micro-ondes? Des téléphones portables? Des antennes 5G? Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Plus on va vers des domaines techniques sur lesquels on n'a pas assez de recul, et plus il paraît improbable que l'on puisse prononcer dessus un avis d'expert quant à leurs conséquences, en ignorant leur fonctionnement intime. Vous pourriez certes aller entendre un professeur d'histoire vous parler de chirurgie, mais probablement pour votre opération, vous préférerez les services d'un chirurgien. Attention, je tiens à éviter les quiproquos. Et c'est pour ça que je me joins volontiers aux appels fréquents pour l'interdisciplinarité. Ce qui me chatouille, c'est que ce sont les beaux parleurs, souvent issus des sciences humaines, allez savoir pourquoi, qui ont majoritairement voix au chapitre en direction du grand public, et parce qu'en fait c'est leur vrai métier, et donc finalement ils se soucient assez peu de l'interdisciplinarité qu'ils font mine d'appeler de leur vœu. Alors bien sûr, il existe un certain nombre de conférences sérieuses sur le sujet, souvent organisées à des fins commerciales évidentes. Ce n'est pas de la formation académique, mais elles ne deviennent alors accessibles qu'à une élite très restreinte. Et les techniciens du sujet, obligatoirement anglophones. On est loin des rêves de démocratisation d'une matière dont pourtant tout le monde pressent l'impact. Ajoutez à cela que le lobbying auprès de la Commission européenne fait toujours autant florès, et que là, les beaux parleurs s'adressent à des gens qui n'ont bien souvent aucune notion théorique ou scientifique, et qui deviennent ainsi les instruments d'intérêt privé avec un risque d'impact public. Ce qui nous amène du coup de l'autre côté du spectre, avec ceux dont la culture est au lobbying, qu'ils peuvent assurer grâce à leur immense fortune. Vous aurez reconnu ces entreprises, et il n'y a pas plus de raison de laisser aux grandes compagnies de la tech le privilège de légiférer dans les faits sur les usages de l'IA. Personnellement, je plains les entreprises qui ont à se battre contre les géants du numérique. Cela dit, le mythe de David contre Goliath n'est pas là pour rien. Il semblerait que de tout temps, l'humanité était confrontée à ce type de situation. Finalement, on en revient toujours à la question de l'audience. Celui qui a la plus grande bouche n'est-il pas celui qui se fera le mieux entendre? De grâce, ne restons pas sur cette remarque acerbe. Après tout, c'est pour lutter contre ce phénomène que j'ai écrit ce livre. Donc, clairement, je n'ai pas une grande bouche, je parle au moins au sens figuré, et je compte donc sur celle des autres pour assurer la diffusion dans le public de cet ouvrage. On appelle cela le bouche à oreille, pas confondre avec le bouche à bouche, naturellement. Alors, au moment de conclure,
Ce livre, je l'ai écrit pour les gens curieux, intéressés par les sciences. Je l'ai écrit pour qu'il soit protégé des discours faux, pour qu'il puisse savoir, se raccrocher à des notions, pour qu'il puisse se poser les bonnes questions et peut-être emporter avec eux quelques réponses. Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour répondre, dans la mesure de mes moyens, à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Axel. Merci pour ce panorama sur le livre. Et, et bravo en tout cas d'avoir mêlé donc, littérature à IA, là où tu reproches justement peut-être des. En tout cas, s'il le fait aussi bien que ce que tu viens de le faire, ça a été très bien. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Donc, je vous laisse peut-être Antoine et Victor, voici, par rapport aux questions qui ont été posées, prendre le relais. Je vais m'en occuper. Merci, merci également, donc, Axel. On a reçu quelques questions, principalement donc, d'une personne qui est Franck. Donc, vu qu'il y a plusieurs questions, je vais commencer par la première. Et puis ensuite, on verra pour les autres. Très bien. Alors, la question de Franck est la suivante. Pouvez-vous nous dire comment vous allez au-delà du prêt-à-penser imposé par les GAFAM? Je pense qu'il m'a manqué le mot principal. Pouvez-vous nous dire comment vous allez? Du prêt-à-penser, comme du prêt-à-porter, mais qui serait du prêt-à-penser. Donc, comment vous allez au-delà du prêt-à-penser? Au-delà. Oui, Ah, oui, ok, je vois. Eh bien, en fait, la réponse, je pense, tient également un petit peu dans tout ce discours que j'ai fait. C'est-à-dire que le discours des GAFAM, c'est un discours commercial. Les GAFAM sont des entreprises expertes en intelligence artificielle. Elles le sont devenues, du moins. Elles sont nativement numériques. Elles traitent un champ immense de données. On sait très bien que l'IA en nécessite une grande quantité. Ça tombe bien, elles les ont. Et donc, forcément, elles ont développé ce qu'il faut. Et donc, elles ont créé des standards, des librairies qui sont utilisées par la planète entière. Très bien. Donc, ça c'est pour, on va dire, la partie technique. Au niveau de ce qui est répandu au-delà de la mise à disposition de librairies, là, pour le coup, c'est un discours 100% parfaitement commercial et qui, à mon sens, a quand même vocation à prouver leur légitimité, à vous la vendre, finalement, en ayant recours à des démonstrations qui n'en sont pas. D'ailleurs, dans le bouquin, je parle des jeux, par exemple. Alors, évidemment, je vais parler d'AlphaGo. AlphaGo, qu'est-ce que c'est finalement? C'est, voilà, on a créé un ordinateur qui est capable de vaincre le meilleur joueur mondial, etc. Bon, très bien. Mais finalement, quand on analyse un petit peu de quoi il s'agit, bon, c'est un ordinateur, c'est une faculté de calcul immense. Il y a des algorithmes intelligents, je ne nie pas cette chose-là, qui ont été mis dedans. Très bien. Et donc, l'ordinateur est meilleur que vous sur des questions de combinatoire. Ce n'est pas une découverte, ça. En revanche, avec cette espèce de cheval, c'est presque un cheval de Troie finalement, vous rentrez dans la pensée des gens en disant, regardez, voilà, maintenant, je peux vaincre le meilleur joueur du Go. Alors, au Go, les gens, c'est des gens qui pensent, hein, c'est des intellectuels, et donc finalement, ça véhicule un message politique derrière. Donc c'est tout ça qui est démonté finalement dans ce bouquin. Et la deuxième partie que je ferai pour répondre à cette question, c'est de dire que voilà, est-ce que Google écrit des livres sur l'IA? Je ne sais pas. Vraisemblablement, ce serait des plaquettes commerciales. Dès lors que on a pour objectif d'expliquer qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on le construit, mais en vulgarisation scientifique. Il n'y a pas de ligne de code en Python là-dedans, ce n'est pas cet ouvrage-là. Et de faire attention à montrer les limites. Déjà, rien qu'en faisant cette chose simple, entre guillemets, en vulgarisation, vous sortez déjà totalement du prêt-à-penser qui serait véhiculé ou imposé par les grandes sociétés du numérique. J'arrête là. Merci, Axel. Alors, Franck, on va passer la main à d'autres personnes.
C'était la parce que c'était aussi en articulation avec l'éthique, ma question, et pas seulement le discours prêt à penser imposé par les GAFAM, c'était le prêt à penser imposé par les GAFAM dans le biais, dans le traitement via l'éthique de l'IA. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ok. Si vous voulez, Voilà, si vous voulez effectivement. apporter une dernière précision, donc Excel, puis ensuite on passera à la question suivante. Voilà. D'accord, Voilà. donc je fais court, mais effectivement, oui, là, c'est un prisme important par rapport à la réponse que j'ai faite. Alors, en fait, je fais un peu de teasing tout à l'heure. Je disais, il y a un discours ambiant qui consiste à dire que l'IA, ça peut être dangereux, on voit bien, reconnaissance faciale, ce genre de choses-là, qui fait peur à juste titre. Et donc, le discours consiste à dire, mais c'est pas grave, on va faire de l'éthique, sans dire finalement qu'est-ce que c'est, comment vous vous y prenez, etc. Donc moi, ma position est nettement plus critique, puisque, bon, déjà, il faut arriver à définir qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai d'autres écrits aussi là-dessus. Mais ma position sur l'éthique, c'est une position qui est très, très dure et qui va, je pense que je me lyncher par la plupart des chercheurs, qui est que il vaut mieux éviter, c'est même il vaut mieux, il faut éviter les recherches dont on sait que chercher dans tel domaine va conduire inévitablement à telle utilisation possible et à l'évidence nuisible pour l'humanité. Et en fait, malheureusement, oui, c'est mon opinion, mais le courant consiste à dire plutôt au contraire, oui, mais quand on cherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et puis voilà, des fois on fait des recherches et puis on aboutit sur une poêle Tefal, vous savez, le revêtement, le téflon, là, voilà. Et donc, il faut surtout ne rien interdire. Par contre, si on trouve un truc potentiellement mauvais, là, oui, on dit, sois gentil, l'utilise pas. Mais ça, c'est pas de l'éthique pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis ma position, elle est beaucoup plus forte dans la définition, dans l'exigence. Ensuite, je pense que finalement, la faille de l'éthique, c'est comment est-ce qu'on la rend opérationnelle. Parce qu'on peut arriver à s'accorder, encore ça peut être difficile, hein, parce qu'il y a plusieurs éthiques, ça peut dépendre de contextes socioculturels et tout ça. Et donc mais mettons qu'on arrive à trouver un consensus sur ça, c'est vraiment pas bien, on n'en veut pas, on ne veut pas faire ça. Bon, très bien, et comment est-ce que vous le concrétisez dans les faits? Bon, là, c'est là qu'on revient sur les questions de législation, de réglementation. Bon, tout ça se tient. Ouais, j'arrête là. Merci, merci Excel. Donc on va passer à la question suivante de Zixiang. Désolé si la prononciation était ratée. Donc le rejet de l'inexplicable tient-il davantage d'un aspect émotionnel lié à l'IA ou est-il comparable aux problématiques telles que les difficultés d'interprétabilité de la mécanique quantique par exemple? Belle question. Alors, le problème dans cet énoncé, c'est le rejet de l'inexplicable. Mais c'est quoi le rejet de l'inexplicable? Comment est-ce que tu interprètes cette question? Alors, Zixiang, si vous voulez prendre la parole pour compléter, n'hésitez pas. Acceptabilité. Donc, je pense que. Oui, Pas de micro, donc alors c'est par rapport à l'acceptabilité de l'IA, donc par finalement son caractère inexplicable, c'est ce que je comprends. Ok. Alors, là aussi, il y aurait de quoi faire. Moi qui mène des projets d'IA, je pense que le caractère explicable ou non n'est pas, c'est pas ça nécessairement qui va poser problème. Vous pouvez préférer la performance et si la chose n'est pas explicable, c'est pas forcément grave parce que c'est relatif au cas d'usage finalement que vous avez. Alors bien entendu, si vous êtes dans un cas d'usage où vous souhaitez pouvoir comprendre comment a été formé le résultat, parce que ça va avoir des impacts sur vous, des impacts au niveau de la santé, hein, je pense évidemment de l'aide médicale, ou alors des impacts sur votre orientation professionnelle ou d'études. Là, effectivement, c'est un petit peu gênant d'avoir recours à des black box, hein, des boîtes noires.
Maintenant, est-ce que c'est ça qui, dans le grand public, pourrait provoquer un sentiment de rejet? Moi, j'ai pas tellement l'impression que le public rejette l'intelligence artificielle. Je pense qu'il se questionne et comme d'habitude dans ces questions, alors vous pouvez avoir des gens qui sont un petit peu béats ou voilà, qui vont pas aller chercher les conséquences. Et à l'opposé, vous pouvez avoir des gens qui vont s'ingénier à faire extrêmement peur. Mais il faut toujours aussi se poser la question pourquoi. Concernant l'explicabilité, oui, je pense qu'on peut dire, pour moi, vous devez adapter finalement, relativement au cas d'usage que vous attaquez, vous avez le droit de dire, bon, bah là, c'est pas ou peu explicable, ou au contraire, de dire, bon, bah là, ça nécessite d'être parfaitement transparent, parfaitement explicable, ce qui est quand même assez étonnant finalement comme questionnement, puisque quand on utilise un ordinateur, c'est pas transparent. Je veux dire, ce qui se passe dedans, il n'y a qu'un informaticien théorique extrêmement fort, et très expérimenté, qui pourrait expliquer parfaitement qu'est-ce qui se passe entre le moment où on appuie sur une touche et l'exécution d'un programme, quoi. Pour autant, je crois que les gens de la planète entière utilisent des ordinateurs. C'est comme les téléphones portables. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. On le voit bien aussi avec la question de l'utilisation des données à caractère personnel. Hein. Tout le monde veut les garder, mais tout le monde appuie sur OK. Donc, il y a tout un tas de paradoxes comme ça. Bon, voilà, faut voir à l'usage sur chacun des cas d'usage. Merci Axel. Alors je vais poser donc une dernière question. J'avais menacé de ça en début de session. Un choix arbitraire de questions et j'en suis vraiment désolé. J'aurais aimé pouvoir poser toutes les questions, mais le temps file. Et donc la manière arbitraire de choisir, ça sera dans l'ordre dans lequel les questions ont été posées, tout simplement. Donc je vais poser donc la question de Teddy. Qui demande, donc Excel, dans votre expérience, quels sont les cas d'usage concrets de l'IA dans le domaine de la finance et avec lesquels sont les types d'apprentissage utilisés. Donc, je pense qu'il y a une petite faute, mais en tout cas, donc, et quels sont les types d'apprentissage utilisés plutôt? Ouais, alors bon, c'est une question sur, en effet, mon activité professionnelle, bon, pas nécessairement l'objet de cette session. Alors, j'avais donné un article aussi pour le site MindFintech. Vous pouvez taper, si vous tapez Axel Sipel MindFintech sur Internet, vous allez le trouver, où je réponds à peu près effectivement à cette question. Voilà. Ensuite, au niveau des techniques utilisées, c'est les techniques actuelles. Hein. Vous avez beaucoup de traitement d'information, de traitement d'images, de traitement de texte. Hein. C'est ce que fait tout le monde. Hein. Et donc là, vous allez avoir recours aux fameux algorithmes supervisés, en particulier pour l'image. Et puis, sur les techniques de NLP, je ne veux pas dire classiques, certaines sont quand même assez récentes, mais on va dire classiquement utilisées. Donc là, je ne pense pas trahir de secret en disant que les applications sont les mêmes finalement que ce qu'on peut faire dans d'autres secteurs d'activité et qu'il n'y a pas de raison de se limiter à un type d'algorithme plutôt qu'un autre, modulo ce que je viens de dire sur l'explicabilité, sauf quand vous voulez vraiment être capable d'expliquer, bah, vous savez que l'usage des réseaux de neurones, vous allez avoir un petit problème. Merci beaucoup Axel pour ces réponses. Il est 14 h, donc je vais laisser le mot de la fin à Anas, peut-être un tout dernier mot aussi d'Axel. Donc en tout cas, Anas, je te rends la main. Voilà. Peut-être à Axel, et après, comme ça, je dis juste merci à la fin. Bon, d'accord. Écoutez, effectivement, il est 14 h, donc en effet, l'heure de conclure. Moi, je voulais vous remercier à nouveau pour cette invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, j'espère que j'ai su convaincre l'auditoire de l'intérêt de la matière, peut-être de celui du livre. Alors, on trouve quelques résumés hein, sur Internet, vous pourrez aller voir.
Et donc, encore une fois, merci à vous, Anas et Dominique, pour cette Equinote. Merci beaucoup, Axel. En tout cas, moi, je suis convaincu. Et sincèrement, ça m'a donné envie d'aller acheter le livre. Je pense que j'irai l'acheter ce week-end. Donc, Merci. c'est beaucoup de choses qui m'ont interpellé, qui me parlent par rapport à ce que je vois, à ce qu'on vit, parce on vit dans ce domaine-là. Donc, c'est notre domaine d'expertise. Et en tout cas, je suis très curieux d'en savoir davantage. Merci beaucoup, Axel. Merci à tous. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Et à la prochaine Equinote. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.